Chers étudiants, bonjour. Je suis le professeur Abdel. Aujourd'hui, notre thème va être consacré essentiellement à l'hypothermie accidentelle. Au cours de cette présentation, nous allons voir une introduction, définition, un rappel physiologique sur l'hypothermie, les différents types d'hypothermie, la conséquence d'hypothermie accidentelle sur les différents organes, ainsi que les signes cliniques et les étiologies. Et on va terminer par la prise en charge thérapeutique. A des effets physiologiques à la fois positifs et négatifs sur l'organisme humain, dont le métabolisme est rigoureusement homéotherme. Donc, en cas d'arrêt cardiaque avec hypothermie, elle engendre, comme on le sait, elle engendre une diminution du métabolisme et de la consommation d'oxygène cellulaire. Ceci permet un pronostic de récupération sans séquelles plus élevé par rapport aux arrêts cardiaques avec une normothermie. Alors, le côté négatif, c'est quoi? C'est l'hypothermie. Elle entraîne une aggravation du pronostic vital chez les sujets traumatisés. Elle entraîne troubles de la coagulation et avec un risque hémorragique très élevé. L'hypothermie est la chute de la température centrale moins de 35 degrés Celsius. On distingue deux types d'hypothermie. L'hypothermie provoquée, qu'on la provoque nous-mêmes, elle est intentionnelle au cours de la chirurgie cardiaque par exemple, ou bien au cours d'une réanimation post-arrêt cardiaque récupérée, et l'hypothermie accidentelle, elle qui est définie comme étant une baisse non intentionnelle de la température centrale du corps en dessus de 35 degrés Celsius. Elle est en relation avec une exposition accidentelle au froid. Elle survient lorsque les pertes de la chaleur dépassent les mécanismes thermogénèse et est considérée comme une urgence de diagnostic et thérapeutique. On parle d'hypothermie primaire lorsqu'il est le résultat du dépassement des capacités à produire de la chaleur chez un individu habituellement en bonne santé exposé au froid, alors que l'hypothermie secondaire, quant à elle, elle résulte d'une hypothermie chez une personne souffrant d'un désordre médical sous-jacent, qu'il s'agisse d'une maladie ou d'un traumatisme. Sur le plan épidémiologique, l'hypothermie accidentelle est une pathologie plus fréquemment rencontrée dans les régions froides, humides et en hiver, mais elle reste néanmoins possible en toute saison. Les données de la littérature rapportent que l'hypothermie est responsable de 1500 décès par an aux États-Unis. Sur le plan physiologique, la température centrale reflète le contenu de la chaleur du corps humain. Donc on parle d'homéothermie. Donc l'homéothermie, c'est la capacité de l'organisme à maintenir une température centrale constante aux alentours de 37 degrés Celsius, quelle que soit la variation de la température ambiante. Cette température, elle ne varie de quelques dixièmes de degrés au cours de la journée. On la voit à son maximum à 17 heures par production de la chaleur due à l'activité musculaire, et elle est minimale à 3 heures du matin du fait du repos physique et de l'influence du sommeil lent. La stabilité de cette température, elle est assurée par un centre thermorégulateur qui maintient un équilibre entre la production et les pertes de chaleur. L'organisme peut être représenté comme un noyau central producteur de la chaleur entouré par une enveloppe qui est la peau. Cette dernière échange de la chaleur avec le milieu ambiant et le sens et l'intensité de ces échanges dépendent de la température de l'environnement et du pouvoir d'isolation thermique de la peau. Il existe 4 façons de perdre de la chaleur. Premièrement, la radiation, qui est un phénomène d'échange de chaleur sans contact avec un environnement froid, où l'organisme émet de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge et verra sa température périphérique diminuer. Deuxièmement, la conduction, c'est un transfert direct de température entre la surface cutanée et des solides ou fluides, c'est-à-dire entre un objet froid. Troisièmement,
la convection. La convection, c'est un transfert direct de l'énergie entre la surface corporelle et l'air ambiant. Par exemple, le vent qui va éloigner l'air chaud du corps. Enfin, en quatrièmement, l'évaporation. L'évaporation, c'est un phénomène qui peut impliquer dans l'hypothermie accidentelle. Le noyau préoptique constitué d'un groupe de neurones de la région antérieure de l'hypothalamus, assure un véritable rôle de thermostat de l'organisme. Cette zone reçoit des influx émis par les thermorécepteurs périphériques, à savoir les températures dermiques et épidermiques, et centraux, c'est la température, par exemple, sanguine. Ces informations sont intégrées sous forme de température corporelle moyenne, elle-même comparée à une température de référence au-dessus ou au-dessous de laquelle les réponses thermogéniques sont déclenchées, par exemple à 37 degrés Celsius. Les influx nerveux issus du noyau préoptique se propagent vers deux autres régions hypothalamiques appelées centre de la thermolyse, partie antérieure de l'aire préoptique, et le centre de thermogénèse, c'est la partie postérieure de l'hypothalamus. Une fois stimulés par le noyau préoptique, ces centres déclenchent une série de réactions qui entraînent respectivement soit une diminution, soit une augmentation de la température corporelle. Une variation de 1 degré Celsius du sang irriguant l'hypothalamus suffit à provoquer une réaction de thermogénèse ou thermolyse. La nature et le mode d'action des neurotransmetteurs centraux impliqués dans la thermorégulation. Quels sont ces neurotransmetteurs? On a la sérotonine au niveau des préoptiques qui entraîne une augmentation de la température de référence du thermostat hypothalamique. Et la noradrénaline, elle provoque une réaction inverse. Par contre, la dopamine, selon les récepteurs sur lesquels elle agit, soit elle augmente ou elle diminue la température. Alors, le froid stimule la sécrétion d'adrénaline par les médulosurrénaliennes, entraînant une augmentation du métabolisme. Les hormones thyroïdiennes sont-elles aussi mises en jeu par l'intermédiaire de la TSH, et s'ensuit une augmentation de la thermogénèse, une mobilisation du glycogène hépatique et une augmentation de la néoglycogénèse. Il y a une activation de la corticocérébrale et la sécrétion des glucominéralocorticoïdes. D'exposition à un refroidissement excessif, il se produit une hypothermie sévère qui peut entraîner une défaillance de la thermorégulation avec des conséquences néfastes sur les grands appareils. Donc, on va voir maintenant les conséquences physiopathologiques de l'hypothermie accidentelle. Premièrement, les conséquences métaboliques. Donc, il y a une diminution métabolisme de base. Quand la température est à 28 degrés Celsius, le métabolisme de base chute de 50%. Alors que les besoins énergétiques des cellules, en particulier les neurones, diminuent proportionnellement à la température centrale. Les cellules, quand elles sont exposées au froid, donc il y a une diminution de leurs besoins énergétiques, ce qui les met dans une situation de protection lorsqu'il y a une diminution aiguë des apports en oxygène et en nutriments. À la phase initiale de l'hypothermie accidentelle chez le sujet sain, on note une hypocalémie qui est liée au blocage de la pompe sodium-potassium. On note aussi une acidose métabolique qui est due soit à une surproduction de l'acide lactique lors du frisson, ou bien dysfonctionnement hépatique, ou bien diminution de la protection de CO2, ou bien une hypoventilation alvéolaire. On note aussi une hyperglycémie par diminution des sécrétions d'insuline et une déshydratation et une séquestration liquidienne qui crée le troisième secteur.
passe aux conséquences physiopathologiques de l'hypothermie sur l'hémostase. On note une diminution de 1% de degrés Celsius, entraîne une diminution de 10% de fonction d'hémostase. Elle est responsable aussi d'un dysfonctionnement plaquettaire et d'une inhibition directe des réactions enzymatiques de la cascade de la coagulation. Donc, un sujet hypotherme coagule moins bien, raison pour laquelle le froid est délétère en cas d'hémorragie, notamment chez le traumatisé. Les conséquences physiopathologiques de l'hypothermie sur l'activité cardiovasculaire, dans un premier temps, l'exposition au froid engendre une vasoconstriction périphérique avec augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Cela a pour effet de conserver la chaleur au sein du noyau central, c'est-à-dire au niveau du cœur et des gros vaisseaux. Progressivement, le débit cardiaque va diminuer et la fréquence cardiaque se ralentit et tout type d'arythmie peut survenir à ce stade-là. On note aussi l'intervalle de CG sont augmentés et apparition d'onde J qu'on appelle aussi d'Osborne qui est quasi spécifique de l'hypothermie. Elle est retrouvée chez la majorité des patients dont la température est inférieure à 30. En absence d'autres facteurs de risque d'arrêt cardiaque, un arrêt cardiaque qui est lié seulement à l'hypothermie peut survenir à une température inférieure à 30. Pas uniquement sous forme de fibrillation ventriculaire, mais aussi sous forme d'asystolie. Le risque d'arrêt cardiaque est considéré comme substantiel lors de la température inférieure à 28 degrés Celsius. Donc, les conséquences physiopathologiques de l'hypothermie sur les fonctions respiratoires. Donc, l'hypothermie, elle entraîne une accélération de la fréquence respiratoire au début, puis elle diminue jusqu'à des valeurs quasi indétectables. Et le métabolisme de CO2 il est réduit en même temps que le métabolisme cellulaire. L'hypothermie aussi, elle entraîne une diminution de l'activité mucociliaire de l'épithélium bronchique. Elle est responsable aussi d'une hypoventilation d'origine centrale. Donc, et les pertes des réflexes pharyngolaryngés exposent le sujet au risque d'inhalation. L'hypothermie aussi, elle est responsable de détresse respiratoire, d'où l'indication d'une oxygénothérapie systématique, ainsi que l'indication de l'intubation trachéale et la ventilation assistée doivent être larges. Maintenant, on va voir les conséquences physiopathologiques de l'hypothermie sur le système nerveux. Au premier stade de l'hypothermie, le sujet semble plutôt agité, puis s'installe une confusion, une somnolence et un état de coma réactif. Les pupilles se dilatent jusqu'à se figer en mydriase réactif. Les réflexes du tronc disparaissent. Le G peut devenir parfaitement plat. Sur le plan musculaire, la contraction permanente des fibres donne un aspect de rigidité de type rigor mortis et pourtant, ces signes sont réversibles et ne doivent pas être considérés comme des signes de mort cérébrale chez un sujet hypotherme. Donc, les conséquences physiopathologiques de l'hypothermie sur la fonction rénale. Il existe une hyperdiurèse dite de froid liée à la vasoconstriction et à la sécrétion de l'ADH. Cette perte hydrique ne s'accompagne pas de perte ionique, mais elle devra être compensée par les remplissages lors de réchauffement. On observe souvent une insuffisance rénale qui est généralement due à l'hypoperfusion tissulaire. Passez maintenant au chapitre qui est très important, qui est le chapitre de diagnostic. Pour faire le diagnostic de l'hypothermie, donc il faut prendre la mesure de la température. Donc la mesure de la température centrale, elle n'est pas
nécessaire simplement à faire le diagnostic de l'hypothermie, mais aussi pour juger la sévérité de cette hypothermie. Il y a plusieurs moyens pour mesurer cette température et il y a des moyens invasifs, d'autres non. Le cathéter artériel pulmonaire, qu'on appelle le gold standard, c'est-à-dire il est fiable, il nous donne avec précision la température centrale, mais il est susceptible de provoquer des arythmies chez les patients qui ne présentent pas d'arrêt cardiaque. Chez les patients qui présentent les arrêts cardiaques, la température œsophagienne peut être utilisée. D'accord ? Mais si le patient n'a pas d'arrêt cardiaque, il faut faire attention que l'extrémité de la sonde œsophagienne doit se trouver au tiers inférieur de l'œsophage. C'est pour éviter de provoquer une fibrillation ventriculaire. Il y a un autre moyen qui présente une alternative chez les patients qui n'ont pas fait d'arrêt cardiaque, c'est la température tympanique. C'est la mesure de la température en contact avec le tympan, et celle-ci va refléter la température au niveau des carotides. Mais simplement, il y a ce moyen de mesure peut être faussé par plusieurs facteurs. Par exemple, en présence de vent, ou de froid, ou de neige, ou bien présence de l'eau dans le conduit auditif externe, ou bien en cas d'instabilité hémodynamique. Il y a d'autres moyens qui ne sont pas invasifs, c'est des thermomètres, par exemple le thermomètre tympanique à infrarouge, le thermomètre axillaire ou oral ou temporal. Ces moyens de température, ils ne sont pas fiables. On peut faire aussi prendre la température vésicale et rectale, c'est-à-dire en mettant la sonde rectale au moins 15 cm de la marge anale. Ces températures sont imprécises en cas d'hypothermie sévère ou en cas d'arrêt cardiaque. Elles sont utilisées en absence de température œsophagienne ou épitympanique adéquate. Donc, pour connaître la sévérité de l'hypothermie, il y a des classifications. Il y a une classification selon la température et une classification selon la clinique. En présence d'une mesure fiable de la température centrale, l'hypothermie peut être classée comme telle. Une hypothermie légère, elle est entre 32 et 34 degrés Celsius. Elle est considérée comme modérée entre 28 et 32 Celsius. Elle est sévère entre 24 et 28 degrés Celsius. Et elle est profonde quand elle est inférieure à 24 degrés Celsius. En absence de mesure fiable de la température centrale, la sévérité de l'hypothermie est déterminée sur la base de paramètres vitaux et sur l'état de conscience. Cette classification est appelée Swiss staging. Lorsque le patient est conscient mais présente des frissons, donc c'est-à-dire elle correspond à peu près à 35 et 32 degrés Celsius. Lorsque le patient est ralenti et absence de frissons, donc il faut penser que la température elle est entre 32 et 28 degrés Celsius. Si le patient est inconscient, mais avec il garde sa respiration, c'est-à-dire il y a une bonne ventilation respiratoire, donc ça veut dire qu'il est entre 24 et 28 degrés. Si le patient est inconscient avec arrêt respiratoire ou arrêt cardiaque, ça veut dire que la température centrale, elle est moins de 24 degrés Celsius. Bon, on va voir maintenant la symptomatologie clinique. Donc, de manière générale, on sait que la baisse de la température centrale a pour conséquence un ralentissement progressif du métabolisme, ce qui fait que la tolérance à l'ischémie des différents organes, en particulier le cerveau, peut être prolongée de beaucoup par rapport à quelqu'un qui est normotherme. Alors, l'hypothermie légère, elle peut se manifester
d'abord par une hyperventilation, augmentation de la pression artérielle, qui va provoquer une diurèse au froid en quantité importante avec des urines hypodenses. Il y a aussi, secondairement, elle va s'installer une hypovolémie. Pour empêcher les pertes de chaleur, il y a une vasoconstriction qui s'installe avec des frissons. Alors, les frissons qui vont entraîner une augmentation de la température centrale jusqu'à 4 degrés Celsius. On note aussi un ralentissement psychomoteur progressif. À partir de 28 degrés Celsius, il y a une perte de connaissance qui s'installe. Et autour de 20 degrés Celsius, le EEG peut être plat. Un tracé, c'est-à-dire qu'il va se manifester par un tracé plat. Après, il y a une bradypnée qui s'installe avec une acidose respiratoire. Et à l'ECG, on retrouve à ce stade, si on fait l'ECG, on va retrouver l'onde J d'Osborn. À partir du stade 3, on note une hypotension avec état de choc et une arythmie, voire un arrêt cardio-circulatoire, dont surtout elle se voit lors de l'hypothermie extrême. On note aussi une coagulopathie qui s'installe en contact du froid quand l'hypothermie elle est importante, avec une diminution de l'agrégat plaquettaire et entraînant un risque accru aux hémorragies, surtout si on est en présence d'un traumatisme. Maintenant, les circonstances de survenue de l'hypothermie accidentelle. Premièrement, il y a l'immersion en eau froide, avalanche, en chute en crevasse, période de grand froid, surtout si le sujet est âgé, une brûlure profonde et étendue, ou bien iatrogène lorsqu'on on administre aux patients de perfusion froide ou bien une transfusion non chauffée. Maintenant, on va voir les facteurs de risque qui favorisent l'hypothermie accidentelle. Donc, il y a des facteurs qui sont liés à l'individu qui favorisent l'hypothermie. Parmi ces facteurs, il y a des facteurs qui entraînent une diminution de la production de la chaleur. Et il y a d'autres facteurs qui entraînent l'augmentation des pertes de chaleur. Pour ceux qui entraînent une diminution de la production de la chaleur, on a l'âge extrême, que ce soit le sujet âgé ou les enfants, au cours d'un épuisement physique, chez le patient qui est malnutri, c'est des patients qui présentent des maladies neuromusculaires ou bien une prise médicamenteuse, à savoir les curas qui entraînent une hypothermie. Et les facteurs de risque qui augmentent les pertes de chaleur sont parmi les causes. Et il y a les atteintes cutanées, c'est-à-dire les brûlures, les dermatites, ou bien une prise médicamenteuse ou alcoolique qui vont entraîner une vasodilatation, donc perte de la chaleur, ou bien d'origine iatrogène, y compris la transfusion, ou bien perfusion, ou bien traitement des patients qui présentent de coups de chaleur. Facteurs qui peuvent entraîner une hypothermie accidentelle. Parmi ces facteurs, il y a des facteurs qui entraînent un dysfonctionnement de la thermorégulation, en particulier, par exemple, les médicaments ou les produits toxiques qui vont entraîner un dysfonctionnement de la thermorégulation, à savoir les anxiolytiques, les sédatifs, les antidépresseurs, les opiacés. Il y a aussi d'autres pathologies endocriniennes ou métaboliques qui peuvent entraîner aussi une hypothermie. Il y a aussi d'autres pathologies neurologiques qui peuvent entraîner aussi une hypothermie, à savoir par exemple l'AVC, l'HIC, d'accord, et aussi y compris le traumatisme cérébral et médulaire. Aussi, il y a d'autres pathologies qui peuvent entraîner aussi le dérèglement de cette thermorégulation, à savoir en présence d'un sepsis ou l'état de choc ou chez le polytraumatisé. Donc, on va entamer maintenant le chapitre le plus important, qui est le chapitre de prise en charge thérapeutique de l'hypothermie accidentelle.
On sait très bien que le traitement de l'hypothermie, c'est le réchauffement. Il y a plusieurs moyens de réchauffer le patient. Il y a des réchauffements externes passifs, d'autres externes actifs et internes actifs. Pour les réchauffements externes passifs, ceci a pour but de prévenir les pertes et de réchauffer par le propre corps du patient. C'est-à-dire, on va augmenter la température de la pièce à plus de 25 degrés Celsius et déshabiller le patient, sécher et couvrir avec une couverture chaude ou isolante. Ceci permet d'augmenter la température à 0,5 degrés Celsius par heure. Le réchauffement externe actif, il permet d'apporter la chaleur en surface, sans contact cutané. Par exemple, réchauffement à l'aide de l'air chaud. Ceci permet d'augmenter la température de 1 à 2,5 degrés Celsius par heure. Le troisième moyen de réchauffement, c'est le réchauffement interne actif. Il apporte de la chaleur à l'intérieur du corps, soit par des perfusions chaudes, ou bien réchauffement de solides sanguins, ou bien si le patient est ventilé par l'air chaud et humide, ou bien par lavage de la vessie, ou bien lavage gastrique ou péritonéal avec de liquide réchauffé. Ceci permet d'augmenter la température de 1 à 2 degrés Celsius. Il existe d'autres moyens de réchauffement interne actif, comme le réchauffement par la CEC, c'est la circulation extracorporelle qui permet une augmentation de 1 à 2 degrés Celsius par tous les 3 à 5 minutes. Aussi, il y a les réchauffements par c'est-à-dire par l'hémodialyse et l'hémofiltration, qui peut aussi augmenter de 2 à 3 degrés Celsius par heure. Aussi, il y a d'autres méthodes qui sont plus récentes. C'est l'ECMO, qui permet non seulement de réchauffer le patient, mais de l'oxygéner et de maintenir son état hémodynamique. D'accord, donc maintenant on peut se résumer sur la prise en charge de ce réchauffement. Lorsqu'il y a une activité cardiaque, elle est présente et on est en présence d'une température légère, c'est-à-dire supérieure à 32 degrés, donc c'est un réchauffement externe passif. Si c'est en présence d'activité cardiaque avec une température inférieure à 32 degrés, donc là, le réchauffement devient interne actif. Si il n'y a pas d'activité cardiaque, donc, et si la CEC est possible, donc il y a réchauffement par CEC. Si elle est impossible, c'est un réchauffement interne actif. Chose qu'il faut savoir aussi, que la vitesse de réchauffement, elle est très importante à connaître. Donc le réchauffement doit être donc progressif, sous surveillance médicale constante. Cette vitesse de réchauffement maximum qui ne doit pas dépasser 1 degré Celsius heure, car il y a un risque cardiovasculaire. Donc une correction rapide entraîne un réchauffement appliqué par la périphérique de l'organisme. Ce réchauffement, donc, il va entraîner un déséquilibre entre les besoins périphériques en oxygène et une incompétence myocardique, donc il va retarder le réchauffement du myocarde. Aussi, la vasodilatation périphérique brutale, donc elle va permettre le passage du sang froid dans la circulation avec une baisse de la température centrale et risque de troubles cardiaques. La prise en charge préhospitalière a pour objectif d'arrêter les déperditions caloriques et d'augmenter activement le réchauffement. Donc, de façon générale, les mesures essentielles est applicable à tous les patients pris en charge en préhospitalier sont surtout appeler de l'aide, extraire le patient du milieu froid, prévenir et limiter les pertes de chaleur par la mise du patient au chaud à l'abri du vent et de l'humidité, évaluer l'état de la victime avec un examen neurologique, respiratoire et voir s'il y a présence d'époux, débuter un massage cardiaque si le patient est en arrêt cardiaque, libérer les voies aériennes supérieures, mesurer la température,
Elle se fait idéalement, c'est-à-dire c'est la température centrale par un thermomètre œsophagien ou rectal. Si en l'absence de thermomètre, il faut s'en tenir à la classification clinique. Le transfert du patient doit être rapide à l'hôpital dans une ambulance chauffée au moins à 24 degrés Celsius. Les patients ayant une capacité diminuée à frissonner et des mécanismes de thermorégulation altérés, donc comme par exemple une hypothermie sévère ou bien un patient qui est sédaté, curarisé, etc., sont à haut risque de développer une hypothermie. Les principes de prise en charge préhospitalière de l'hypothermie accidentelle dépendent de stade clinique. Donc, lorsque le stade 1, c'est-à-dire que la température elle est supérieure à 32 Celsius, donc une extraction du milieu froid, réchauffement avec une couverture avec des boissons chaudes suffit. Maintenant, s'il est en stade 2 ou 3, où la température elle est moins de 32, donc le réchauffement actif avec des couvertures à air chaud ou électrique, du tronc par rapport au périphérique. Tentative de réchauffer ne devrait pas retarder leur transport à l'hôpital. Bien sûr, il faut oxygéner le patient, monitorer, c'est-à-dire si on peut prendre une voie veineuse, on prend une voie veineuse, ou bien une voie d'abord osseuse, c'est-à-dire aussi perfuser le patient par des solutés réchauffées. En cas d'indication à une intubation, celle-ci doit être effectuée après une induction, bien sûr, c'est-à-dire après une anesthésie générale. La présence d'une rigidité et d'un trismus est fréquent chez les patients profondément en hypothermie. Ils ne cèdent pas forcément à la curarisation. Le quatrième stade, c'est-à-dire le stade d'arrêt cardio-respiratoire, donc l'hypothermie est une cause potentielle et réversible d'arrêt cardiaque. C'est-à-dire si on a pris à temps cet arrêt cardiaque, le patient peut récupérer. Donc, dans cet algorithme, on a fait une synthèse de la prise en charge préhospitalière. À la phase hospitalière, si le patient présente une activité cardiaque, il faut continuer le réchauffement et oxygéner le patient, quitte à l'intuber. Donc, s'il n'y a pas d'activité cardiaque, donc il faut réévaluer l'état de la victime, continuer le massage cardiaque, faire des bilans sanguins et essayer de faire s'il y a une présence de CEC et le réchauffer par une circulation extracorporelle. Si c'est-à-dire si la calémie est inférieure à 10 millimoles par litre, donc c'est la nécessité de réchauffer à l'aide de la COC jusqu'à avoir une température à 35 degrés. Si l'activité cardiaque ne reprend pas, donc il faut prononcer le décès. Ou si la calémie reste aussi élevée, supérieure à 10 millimoles par litre, donc ça veut dire que le patient est décédé. Le cycle de survie après réchauffement, il dépend de la profondeur de l'hypothermie. Si la température elle est entre 30 et 35 degrés, la survie elle est à 50%. Si la température elle est moins de 30 degrés, le décès elle est à 70%. Si la température elle est inférieure à 35 degrés Celsius, donc le décès est à 90%. Si on n'utilise pas, bien sûr, la CEC. La connaissance de la physiopathologie de l'hypothermie accidentelle et la mesure de la température centrale ont permis d'en faire rapidement le diagnostic et d'en évaluer plus précisément la gravité. L'utilisation de l'arbre décisionnel simple permet d'orienter
de la stratégie thérapeutique, l'amélioration des techniques de réchauffement, en particulier en cas d'arrêt cardiaque, a amélioré le pronostic des patients victimes d'une hypothermie accidentelle.